brestois. Et si et si le Stade brestois démarrait son championnat avec un effectif presque complet? Une chose qui peut paraître surprenante après les dernières saisons brestoises et pourtant déjà la troisième recrue de la semaine pour le Stade brestois, peut-être pas la dernière d'ailleurs, et cette fois c'est un poste clé, c'est le poste de gardien de but avec l'arrivée du Norvégien Egil Selvik. Il rejoint le Stade brestois en provenance de Watford. A priori, un prêt avec option d'achat obligatoire dont le coût total est estimé à environ 2 millions d'euros. Le gardien norvégien, qui était d'ailleurs titulaire contre la France lors de la coupe du monde, c'était le titulaire indéboulonnable du côté de Watford, club de seconde division britannique, on le rappelle. Il rejoint Brest, mais on ne sait pas encore s'il rejoint Brest en tant que titulaire, en tant que doublure. Julien Lachuer avait indiqué que Grégoire Couder démarrerait la saison. Le West France semble aller dans ce sens et indique que Selvik arriverait en tant que doublure. Mais il faut reconnaître que la préparation et les mauvaises performances de Grégoire Couder laissent évidemment place au doute. Alors c'est ça, finalement, la grande question de cet épisode de présentation. Est-ce que Egil Selvik peut prendre cette place de titulaire? Pour avoir des premiers éléments de réponse, j'ai le plaisir de retrouver une nouvelle fois Fanch. Fanch, comment ça va? Salut Yann, bah écoute, ça va très bien, très très heureux de faire ce nouvel épisode. En plus, pour présenter Hugo Lloris, moi je suis ravi. Eh oui. Et oui, voilà, le running gag, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est parce que vous avez écouté cet épisode avant d'écouter l'épisode sur Gauthier Loris. On vous invite à regarder les 2, peu importe l'ordre, finalement, l'essentiel, c'est que les 2 joueurs joueront ensemble et l'essentiel, c'est qu'on puisse vous apporter quelques petites informations sur, ces 2 joueurs. Donc ici, Egil Selvik, qui joue en Championship. On a eu l'occasion d'échanger avec plusieurs suiveurs du Championship, de Watford précisément. On les remercie et on remercie en particulier Justin et Peter du podcast Do Not Scratch Your Eyes de Watford FC. Fanche, la machine est rodée, le jeu de rôle est connu. Qu'est-ce que tu souhaites être? L'intervieweur? L'interviewé? Fanche the Londoner? Allez, je vais être l'intervieweur cette fois-ci, puis tu te feras la voix de nos amis britanniques, toi qui es bien plus bilingue que moi. Très bien, bah, commençons. Je parlerai dans un français impeccable, je n'essayerai pas un accent qui ne me va pas. On commence si tu veux, Yann? Mmh, tout à fait. Alors, première question donc, que nous avons posée à nos experts, comme on aime maintenant les appeler. Egil Selvik donc rejoint Brest un peu moins de 2 ans finalement, seulement après son arrivée à Watford. Donc il a été titulaire, hein, depuis son arrivée en janvier 2025. Est-ce que pour les supporters et les suiveurs de Watford, c'était une surprise? Oui, c'était une surprise, très clairement. Autant il y a une certaine unanimité du côté de Watford sur la nécessité d'un grand changement dans l'effectif, de changer beaucoup de choses, autant le poste de gardien de but, c'était peut-être le dernier des problèmes et tout le monde s'attendait finalement à ce que Selvik reste à son poste, soit titulaire, non contesté. Le fait que Watford ait recruté un autre gardien cet été ne semblait pas changer la donne a priori, dans l'idée des supporters de Watford. Selvik était le titulaire et finalement, il ne sera même pas de l'aventure. D'accord, bon écoute, c'est, plutôt intéressant de savoir ça déjà d'entrée de jeu. Mais ce départ, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce que c'est un choix du joueur, un choix du club? Est-ce qu'il y a des considérations qu'on ne connaît pas et qu'on devrait connaître? Alors il n'y a pas d'explication officielle. La supposition de notre collègue, du podcast de Watford, c'est que c'est un choix du joueur. En fait, Watford, c'est un club qui vit des moments un peu difficiles depuis plusieurs saisons, qui doit composer aussi avec un vestiaire qui est réputé comme étant très toxique, avec énormément d'ego, de personnes qui n'arrivent pas vraiment à cohabiter et en fait, c'est pas un vestiaire qui vit bien, où on se sent très à l'aise a priori. Donc la théorie de, voilà, des gens qu'on a interrogés, c'est que Egil Selvik, dont c'était la première expérience hors de Norvège, c'est quelqu'un de très calme, très discret et qui avait peut-être pas envie de rester dans ce genre d'ambiance-là. Surtout que Watford ne donne pas des grandes promesses pour la saison à venir. Sur le papier, c'est pas l'équipe qui va jouer la montée en Premier League cette saison non plus. Donc, après oui, c'est le choix du joueur et ça s'explique peut-être plus par ce qui se passe à Watford actuellement que par une volonté, de venir à Brest particulièrement. Et a priori donc Brest paiera, 500 000 € pour l'obtenir en prêt.
Et ensuite, en cas de maintien, une option d'achat, qui sera obligatoire, estimée à environ 1,5 million d'euros. Tu me coupes si je me trompe sur les chiffres. Donc 2 millions au total. Est-ce que selon, les supporters britanniques, c'est un prix juste pour Celtic? Les montants évoqués ici, c'est des montants approximatifs, parce que vous savez, il y a le change, c'est ce qu'on voit passer dans la presse. Bon, c'est à peu près 2 millions visiblement au total. Côté Watford, on se dit que, bah, déjà c'est difficile, hein, de juger le prix d'un gardien. L'idée quand même, c'est de se dire que Watford semble récupérer sa mise initiale, voire peut-être même un petit peu plus, donc c'est pas une déception. C'est surtout pas une déception parce qu'il a été là 1 an et demi et sur cette année et demie, il a fait le travail. Il était bien meilleur que son prédécesseur. Watford ne perd pas d'argent dans l'histoire, donc le bilan, il est bon. À partir de là, on peut s'en satisfaire du côté de Watford. Donc OK, c'est plutôt une volonté alors de régénérer un effectif plutôt que de le sanctionner lui, particulièrement, on peut comprendre ça. Il a donc joué 57 matchs en 2 saisons, c'est plutôt très bien. Il en a raté quelques-uns pour blessure, mais dans l'ensemble, est-ce que c'est quelqu'un qui était fiable pour la Championship? On sait que bah, Stade Brestois sur la dernière saison et le départ de Marco Bizotte a eu du mal à ce poste. On a eu un Majewski qui a été relativement, je ne sais pas quel adjectif utiliser, mais vous avez compris. Puis ensuite, Grégoire Couder qui a lui, j'ai un peu soufflé le chaud et le froid, des très bons matchs, notamment contre Marseille et d'autres, on se disait que sans faire de grosses bêtises, il paraissait pas toujours très clair sur certains buts encaissés. Est-ce qu'il est vraiment fiable ce gardien Selvic? Je vais commencer en évoquant les matchs manqués pour blessure. En fait, il en a manqué un suite à une commotion cérébrale contre Millwall en septembre. Après, il s'est plutôt bien remis et il a eu ensuite une, blessure à l'épaule qui l'a tenu écarté des terrains quelques matchs, je crois que c'est 4-5. Mais c'est des absences qui ont été préjudiciables parce que le mot que tu as utilisé dans ta question, le mot de «fiable», c'est le mot parfait pour décrire son passage à Watford. C'est vraiment unanime, c'est ce que nous disent toutes les personnes qu'on a interrogées. Egil Selvik, c'est quelqu'un qui n'est pas spectaculaire, c'est pas quelqu'un qui est brillant, mais c'est quelqu'un qui est fiable. Il a été régulier, d'une régularité remarquable, avec très peu de gros matchs, très peu de mauvais matchs, juste des bons matchs dans l'ensemble. Et dans une équipe en besoin de stabilité et de repères, c'était le bon profil. C'était ce dont Watford avait besoin au moment où il arrive. Il a donc pleinement répondu aux attentes. C'est, plutôt, une bonne chose parce que lorsque tu parles d'équipe en besoin de stabilité, de repères, on sait que le Stade Brestois en ce moment et depuis la deuxième partie de saison dernière et même finalement, on peut même remonter à la fin de saison, Ligue des Champions. Le Stade Brestois est une équipe qui encaisse énormément de buts sur les 2 précédentes saisons. Et même avec Marco Bizotte sur la fin, ça se passait un peu moins bien, même s'il avait été absolument exceptionnel sur certaines rencontres de Ligue des Champions. Il y avait aussi des matchs en Ligue 1 où c'était un petit peu moins ça. Et finalement, c'est aussi peut-être plus l'animation défensive que le poste de gardien qui a été problématique. Néanmoins, changer à ce poste, un poste très crucial, ça peut être pour le Stade Brestois aussi le moyen de rebondir et d'affirmer une solidité un petit peu, retrouvée. Alors revenons, sur Egil Selvik. Nous, ce qui nous intéresse, c'est forcément tu as dit qu'il était fiable, mais si on veut savoir un petit peu plus sur lui, quelles sont ses principales qualités à ce gardien? En fait, c'est très dur à dire. Souvent quand on résume un gardien, on le résume en une grande qualité, une grande faiblesse. Pour Egil Selvik, c'est très compliqué et c'est ce que nous disent les supporters de Watford, c'est que Selvik, c'est le gardien moyen plus par excellence. Il y a aucun domaine dans lequel il est excellent. Il y a aucun domaine dans lequel il est foncièrement mauvais et on revient ici à la fiabilité. En fait, avec lui, on sait toujours à quoi s'attendre dans tous les secteurs de jeu, dans toutes les situations. Il va jamais faire de vrais miracles, il va jamais faire de très, très grosses boulettes, en tout cas pas régulièrement. Il y a eu cette formule en fait qui résume, je pense, tout, c'est que c'est le genre de gardien qui a toujours la même note dans la presse. C'est toujours entre 5 et 7/10. Donc de plus en plus de gardiens, eux, sont jugés sur la qualité de leur jeu au pied. Tu l'as pas évoqué, précédemment. Est-ce qu'on peut, nous, savoir s'il est quand même bon là-dessus? Parce qu'on sait, on a vu notamment le dernier match amical contre Venise, qu'il y avait une volonté de la part du Stade Brestois, parfois d'allonger très long sur Ludovic Ajorc, mais aussi de changer et d'avoir un jeu plus court en partant de Grégoire Couder vers directement ses milieux de terrain ou ses défenseurs.
Est-ce que ce gardien est capable d'avoir une variété de jeux au pied, tout simplement un bon jeu au pied pour, aussi apporter, au jeu collectif de l'équipe? Bah, en tout cas, on ne tremble pas lorsque le ballon approche de ses pieds, c'est déjà bien. C'est ce que nous disent les supporters de Watford et plus généralement, en fait, c'est comme le reste. Au pied, il est moyen plus. C'est quelqu'un de régulier, c'est quelqu'un d'intelligent qui fait preuve de discernement et qui évite vraiment tout risque inutile. Son jeu au pied, c'est exactement ça. Ça peut être frustrant pour des équipes et des entraîneurs qui veulent un gardien qui veut absolument jouer court, qui prend des risques, mais lui, c'est pas du tout le genre. C'est risque zéro. Il est plutôt bon techniquement, mais en fait, ce qui ressort vraiment, c'est son discernement et son voilà, c'est des garanties. Il apporte des garanties toujours, c'est très stable, on sait à quoi s'attendre. On a l'impression de se répéter, hein, mais c'est le cas pour tous les aspects du jeu. Comme je le disais tout à l'heure, le Stade Brestois a une défense qui est en difficulté depuis plusieurs mois maintenant et on peut imaginer que le club, n'est pas satisfait, comme tu as dit, de la préparation de Grégoire Couder et peut-être même de sa fin de saison dernière. On sait que le club cherche un gardien qui a un profil, qui apporte des garanties, du calme, du sang-froid et de la stabilité finalement à sa défense. Est-ce que Egil Selvik a le profil? Peut-il remplir ces critères-là? Pour nos experts, si c'est ce que Brest cherche, alors Brest a ciblé le gardien qu'il fallait. C'est vraiment les mots parfaits pour le décrire. Calme, sang-froid, stabilité. C'est pas le genre de gardien qui fait le spectacle, c'est pas le genre de gardien qui soulève la foule, c'est même pas le genre de gardien qui est très vocal. C'est juste quelqu'un qui a un sang-froid énorme, qui ne laisse rien paraître. C'est un peu le cliché de la force tranquille. Il dégage pas non plus une grande personnalité, hein, mais c'est juste quelqu'un qui est très rassurant dans un match, sur l'ensemble de la saison. Il a une autorité, finalement assez naturelle, mais tout dans le calme et surtout, on a l'impression qu'il y a très peu de choses, voire même rien du tout qui peut le troubler. Qu'il fasse des grosses erreurs ou des gros arrêts, comme ça arrive à tous les gardiens, bah, ça change rien. Il a la même approche du match, il reste calme, il reste tranquille, il va pas s'enflammer, il va pas non plus totalement couler. C'est, on a l'impression qu'il est totalement imperméable à la pression ou tout ce qu'il y a autour et c'est sûr que si tu veux de la stabilité, du calme et du sang-froid, bah, c'est le gardien parfait. C'est ce qu'on a vu à Watford. Ça a été un bon gardien sans plus, mais il a apporté du calme, de la stabilité et un peu de confiance pour les supporters, mais aussi pour les joueurs. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je suis en train de me remémorer un petit peu, l'année dernière et c'est vrai qu'après un Bizotte qui était arrivé en remplaçant de Coty Larsonneur qui avait été jeté dans le grand bain très rapidement. Ensuite, on avait vécu, 4 saisons relativement sereines finalement avec lui dans les buts. On se posait pas la question du gardien, jamais. On savait que Bizotte ferait le travail. Il avait, lui aussi un peu ce profil, de gardien fiable, même s'il lui arrivait de faire quelques petites bêtises. J'ai un peu l'impression qu'on va retrouver quelqu'un qui, arrive avec de la confiance, qui va également, incarner le rôle de gardien, qui va prendre de la place dans le but, alors que c'est pas du tout ce qu'on avait avec Majestic qui lui tremblait à chaque fois qu'il avait le ballon et Grégoire Couder qui finalement a toujours été un peu sous pression. Cette pression du numéro 2 qui doit absolument performer pour ne pas perdre sa place et on a bien vu lorsque en début de saison, lors de la première conférence de presse, Julien Lacheur a évoqué son cas, il a dit: «Grégoire va commencer la saison» et moi j'ai compris ça tout de suite comme, bah, on va voir, il commence mais on verra, c'est pas assuré et un gardien a besoin énormément de confiance et de se sentir, pas intouchable mais que la concurrence n'est pas en train de le mettre dehors à n'importe quel moment. Et je pense que là, il pourrait remplir ce rôle, même si bon, la presse semblait dire qu'il pouvait arriver comme deuxième gardien. J'ai un petit peu de doute là-dessus. Tu me diras ce que tu en penses toi de ton côté, Yann. Mais avant ça, on a demandé simplement un dernier mot aux supporters de Watford, s'ils avaient quelque chose à rajouter concernant Egil Selvik et à nous dire, à son sujet. Ah, c'est très simple, je vais citer, citer la réponse qui nous a été faite à la toute dernière question par nos collègues, britanniques. On en garde un très bon souvenir, sportivement, humainement, dans un vestiaire qui était, bah, voilà, toxique, hein, comme on l'a dit. Ça semblait être un bon gars, discret, qui posait pas de problème. C'était pas non plus le leader né. Nous, on lui souhaite juste le meilleur. On lui souhaite de s'intégrer. Ça sera quand même que sa deuxième expérience loin de la Norvège, sauf si vous voulez compter les 15 jours qu'il a passé à l'Udinese avant de rejoindre à Watford. Donc voilà, juste merci et bonne continuation. Alors, juste, avant de conclure cet épisode qui finalement nous donne quand même quelques moi je trouve que c'est assez rassurant ce qu'on entend. On n'a pas un gardien qui arrive en perte de vitesse, en manque de confiance, tout le temps blessé.
Est-ce que tu penses, toi, Yann, que ce type de gardien-là peut s'intégrer au Stade brestois? Il y a toujours la question de l'intégration des joueurs étrangers. On verra qui parle anglais, comment il sera accueilli. Je pense qu'on trouve une sorte d'échelon intermédiaire entre Bizotte et les autres gardiens. Parce que certes, ce qui ressort de la description là donnée par les supporters de Watford, c'est que c'est un mec très calme, très rassurant, mais que c'est pas non plus la grande gueule, au gros comportement, à la grosse personnalité comme pouvait l'avoir Marco Bizotte. On est un peu sur un entre-deux et après j'ai souvent dit ça, hein, que le Stade Brestois normalement n'a pas besoin d'avoir le meilleur gardien de Ligue 1 pour se maintenir. Juste un gardien moyen, bah, c'est peut-être tout ce dont on a besoin et c'est très bien des fois d'avoir des gens moyens mais juste fiables, surtout à ce poste-là. On sort d'une saison qui était pas fiable, justement, on l'a ressenti. Donc moi, je vois cette arrivée d'un très bon œil et par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Je n'imagine pas le Stade Brestois déposer 2 millions d'euros pour son deuxième gardien. Pour moi, il est évident qu'il vient pour prendre la place de titulaire à un moment ou l'autre de la saison. Toi, tu l'as vu jouer, l'année dernière quelques fois. Évidemment, tout le monde l'a vu également contre l'équipe de France, même sans bah, si on avait su qu'il venait après, je pense qu'on l'aurait un petit peu plus regardé, mais j'ai re me suis refait un peu le résumé. C'est vrai qu'il prend 4 buts, mais il fait aussi des arrêts et des sorties, notamment dans les pieds de Mbappé, qui sont assez intéressantes. Toi, tu en avais pensé quoi lorsque tu l'avais vu? C'est quelqu'un qui correspond à ce que les supporters de Watford nous ont décrit? Ouais, ouais, après, c'est pas quelqu'un qui est très impressionnant. C'est bizarre à dire, mais tu vois, Marco Bizotte, tu le voyais sur le terrain, c'était une marmule, il dégageait un truc. Là, c'est juste un mec qui a l'air tranquille, il a jamais l'air d'être spécialement pressé, c'est toujours très calme, très bien. Et ça me semblait vraiment le gardien moyen de championship, qui avait peut-être un peu de difficulté dans les duels aériens. Maintenant, on touche peut-être à cette limite-là. Comment on transpose le niveau du championship avec beaucoup d'intensité au niveau de la Ligue 1 où peut-être il faudra être, présent sur une action? Ouais, c'est vrai que c'est des questions enfin, ce sont 2 championnats et 2 manières de jouer différentes. Alors juste en termes de comparaison avec Bizod, les 2 font 1,93 m d'après Transfermarkt, hein. En tout cas, c'est ce qui est indiqué, donc des très grands gardiens. Je sais plus combien fait Couder, je regarde également très rapidement, 1,92 m. Ouais, c'est des mecs qui sont immenses. Il a 29 ans, donc pareil, c'est pas non plus un gardien qu'on récupère arrivé à 35, 36, 37 ans qui, est vraiment en bout de piste. Là, il a encore de belles années normalement devant lui. C'est quelqu'un qui, à mes yeux, hein, après moi je vais pas le cacher, je ne l'ai jamais vu jouer à part le match contre l'équipe de France. Mais sur le papier, dépenser de l'argent sur un gardien, moi ça me semble pas déconnant. Je sais que vous estimiez pas forcément que c'était un poste prioritaire cette année. Moi j'ai quand même l'impression que l'année dernière, on avait toujours ce doute dans les buts et j'espère qu'avec lui, on aura quelqu'un bah, qui sera fiable justement comme on l'a décrit, pour pouvoir voyager un peu plus tranquillement, qu'avec Grégoire Couder ou notre ami Majewski. Je vois que c'est quand même un gardien qui enfin le championship, je sais pas ce que tu en penses, tu l'as beaucoup, beaucoup plus pratiqué que moi, tu as été souvent au stade, qui est une deuxième division de très haut niveau quand même malgré tout et je pense que certains clubs de championship peut-être ne feraient pas tâche en Ligue 1. 8 sélections avec la Norvège, voilà, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse, qui a de l'expérience et dans une équipe qui paraît un petit peu aux abois, par moment, avoir un gardien aussi expérimenté avec un Lloris devant qui arrive, qui a fait aussi beaucoup, beaucoup de matchs en Ligue 1, ça apporte quelque chose de très positif à l'équipe. Oui, totalement. Peut-être préciser, Watford, c'est quand même une équipe qui a vécu une saison pas simple la saison dernière, surtout une fin de saison. Ça a mal fini et c'est une équipe qui prenait pas mal de buts, mine de rien, surtout en fin de saison. Je crois qu'ils ont pris du 4-1, du 5-1 ou quelque chose comme ça. Il y a quand même eu quelques matchs clés. Il y a eu plusieurs clean sheets, hein, dans la saison, y compris face à des équipes relativement fortes. Je pense notamment il y avait eu je crois que c'est son tout premier match en plus que j'avais vu, je crois que c'était contre Sunderland la saison d'avant où il fait un excellent début. Là, cette saison, c'est contre Leicester, il fait un excellent match qui plombe un peu les espoirs de maintien de Leicester, mais c'est quand même à prendre en compte et on n'est pas sur le mec qui était à la tête d'une défense impénétrable. Ils ont pris 65 buts la saison dernière en Championship, c'est en 46 matchs. Mais quand même, ça fait son petit paquet de buts à encaisser. C'est aussi lié au fait que c'est une équipe qui est objectivement pas très bonne, qui est pas très complète.
Ouais, c'est vrai que tout à l'heure, je disais qu'il arrivait en n'étant pas non plus en manque de confiance, mais là, je regarde les derniers résultats de Watford, de la 38e à la 46e journée, donc de la 38e à la dernière journée. Ils ont pas gagné un match, ils ont fait que 2 nuls et ils ont fini avec un 3-0, 5-1, 4-0. Donc je crois que l'équipe avait lâché en fin de saison. J'espère que lui, n'est pas trop traumatisé par ça, mais très certainement que l'arrivée dans un nouveau club, dans un nouveau contexte, même un nouveau pays, va lui faire aussi à lui le plus grand bien. D'ailleurs, il en a pris 4 contre la France aussi, donc là, il est attention, le 4-1 au Mans, il arrive. On espère qu'on ne se retrouvera pas à débriefer un doublé de Bilal Brahimi. Ah oui, C'est non, ça risque d'être compliqué. Mais du coup, je pose la question directement. Est-ce que pour toi, il doit être titulaire sur la J1 au Mans? On se souvient de Marco Bizotte qui est arrivé 2-3 jours avant le début du championnat et qui avait démarré titulaire à Lyon. Bah, le poste de gardien, tu le connais mieux que moi, mais je dirais que c'est un poste qui est pas comme les autres, où tu peux prendre le temps d'intégrer un joueur, de je sais pas, de le faire entrer 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là pendant 2-3 journées, même peut-être jusqu'à la trêve et ensuite de le lancer dans le grand bain. Si tu le fais pas jouer tout de suite en ayant recruté 2 millions d'euros, je pense que tu te mets des soucis parce que tu mets la pression à Couder en lui disant: «Bah, écoute mon gars, tu es dans le but, mais à la première connerie, tu sors» et tu prends aussi le risque que Couder fasse un super match contre Le Mans, «le risque» entre guillemets, hein, qu'il fasse un super match contre Le Mans et que finalement tu sois plus capable de le sortir, ou que ce soit encore considéré comme quelque chose de plus injuste. À mes yeux, tu faut assumer. Tu assumes, tu recrutes un gardien, tu mets de l'argent sur ce gardien, tu comptes sur lui, tu le fais jouer à Nottingham le prochain match de préparation pour voir si, le faire un peu s'intégrer alors que Bison n'a pas eu cette chance-là finalement, hein, de jouer un amical et ensuite, c'est lui qui doit jouer au Mans. Normalement, si la décision c'est de recruter un gardien, ça me semble logique de le faire jouer. Je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté, peut-être que tu aurais, géré le cas différemment, mais moi c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Je suis d'accord et on aura des premiers éléments de réponse contre Nottingham. À préciser que ça sera le premier match de Selvik depuis la coupe du monde puisqu'il n'a participé à aucun des matchs amicaux avec Watford. Il a quand même participé à l'entraînement à la reprise, donc il arrive pas à court de forme, mais peut-être à court de temps de jeu. Je pense que pour celle vie on a été globalement complet. C'est toujours intéressant d'avoir des joueurs comme ça qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de découvrir. Encore plus, je trouve un gardien de but, je me souviens très, très bien de la première de Bizotte à Francis Leblay. En plus, il passait après Gauthier Larsonneur, donc il y avait une différence très nette de taille, de carrure dans les buts. C'était assez impressionnant. Moi, j'ai hâte de le voir ce gardien. Je trouve que le mercato brestois pour l'instant, est intéressant. On sent qu'il y a des idées, que ça travaille, que c'est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens. Alors, c'est pas gage de réussite à la fin, mais au moins, j'ai un peu l'impression qu'on tente quelque chose et que c'est pas fainéant, en fait. Que c'est pas fainéant, qu'on va chercher un petit peu à à faire quelque chose de bien et c'est à saluer. C'est à saluer, tout à fait. On salue également tous les auditeurs qui nous font le retour très positif. On l'a dit, il y a aussi en parallèle l'épisode pour Gauthier Loris. N'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce que vous pensez des joueurs. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous voyez Selvik démarrer titulaire? Enfin, voilà, tout ce qui vous passe par la tête. On se retrouve. Juste, j'ai vu quelque chose et si vous voulez le dire en commentaire, j'ai lu plusieurs fois, que, les gens trouvaient ça injuste pour Couder, que c'était pas normal, que Couder méritait de jouer. Si vous êtes plutôt sur cette ligne-là et vous pensez que c'est quelque chose, que ce recrutement n'était pas une priorité, que Grégoire Couder aurait dû continuer dans le but, n'hésitez pas aussi à le dire, ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue. Et tout à fait. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, on en discutera plus généralement dans un prochain épisode d'À la plage, parce qu'il y a aussi eu le départ de Noah Joly. Il y a eu d'autres éléments. On se retrouve également, on l'espère, pour une prochaine recrue dans les jours à venir. Panche, merci beaucoup pour ce nouveau jeu de rôle, déjà le troisième de la saison, alors qu'on est le 11 août. Salut tout le monde, à bientôt. Allez, Kenavo.